Bonjour à tous, au moment où je vous parle, nous sommes vendredi soir et on est à la mi-temps du match de foot et apparemment la France gagnerait 1-0. Bref, je le sais parce que ma meilleure amie m'a appelé. Bref, on va pas en dire plus parce que je suis pas sûre qu'elle veuille que j'en dise, enfin qu'elle accepterait. Donc moi pendant ce temps-là, je vais essayer pour l'énième fois de vous tourner la vidéo en entière de mon point lecture parce que oui, ça fait la troisième fois que je recommence en une demi-heure. En sachant que j'ai 2 heures d'autonomie, donc ouais, on va peut-être pas trop traîner. Hein. Donc déjà merci à Jeanne Taboni, puisqu'elle m'avait envoyé ce bel album jeunesse qui s'appelle La Géante aux yeux de pluie avec Anne Dumont-Védrine chez Rastatoc Éditions. Cet album raconte l'histoire d'un géant coincé dans une tour de pierre et il cherche à retrouver la rivière enchantée. J'en dis pas plus parce que c'est un album jeunesse, ça va très vite à spoiler. Et il n'y a rien à spoiler en vrai, hein, soyons honnêtes. Pardon. J'ai mangé un bonbon, il est passé légèrement de travers. Bref. Du coup, voilà. L'histoire, je ne vais pas en dire plus parce que sinon, voilà. Ça n'a pas d'intérêt non plus. Alors, par contre, soyons honnêtes, l'histoire, elle est toute mignonne, très simple, très douce. C'est vraiment destiné aux plus jeunes, et je vais pas dire aux tout petits non plus, mais vraiment aux jeunes, quoi. Et alors, par contre, en termes de graphisme, soyons honnêtes, c'est très loin de ce que je connais avec Lorraine Bess. Voilà. C'est très très coloré, très visuel, dirais-je. Au début, ça peut paraître choquant quand on connaît le travail habituel de Jeanne Taboni avec Lorraine Bess. Maintenant, moi, je me suis très très bien habituée. Si je m'habitue, il n'y a pas de raison que personne d'autre ne s'habitue. Par contre, j'avoue, en toute honnêteté, que l'histoire n'est pas transcendante. Par contre, je pense, c'est mon avis personnel maintenant, je ne sais pas si c'était le but de cet album, je pense qu'il y a une métaphore autour de l'écologie. C'est mon point de vue. Je sais pas si c'est vrai. Je sais pas si c'était le but. Bref, je veux pas savoir. Je me fais mon propre avis. Bref, il était franchement pas mal. Maintenant, soyons honnêtes, je préfère Jeanne Taboni avec roulement de tambour, Lorraine Bess. Mais bon, je viens de le dire, donc vous le saviez déjà. Sur les chemins donc de ce duo-là, chez Bill Bokeh, on suit un arbre en fait qui, suite à une tempête, va se retrouver avec des pieds à la place des racines. Et du coup, il va se dire oui, je suis libre de mouvement et il va aller vagabonder partout. D'autres acacias vont se moquer de lui sur sa différence. Donc déjà, même si c'est en coup de vent que ça passe, hein. C'est le cas de le dire d'ailleurs. Bref, c'était nul. Euh, voilà, bref, c'est très... Ouais, il y a cette thématique abordée. Et surtout, il va croiser la route de Boulou, un migrant qui lui, c'est tout l'inverse. Il rêve de trouver sa place quelque part. Loin de chez lui parce que forcément il a quitté un pays en guerre. Et surtout j'ai apprécié la question déjà qu'il pose est déjà très bonne, c'est-à-dire que il dit mais pourquoi les hommes ne peuvent s'empêcher de faire la guerre pour un territoire? Et l'arbre a une réponse, mais c'est l'évidence même. Moi qui suis d'une tolérance implacable, je n'ai jamais pensé à ça. Et je trouve ça franchement dommage qu'à l'âge adulte on n'y pense plus. Parce qu'en fait quand on est gosse, je suis sûre qu'en étant enfant on y pense. Enfin, on n'y pense pas, mais ça nous paraît évident. Mais en grandissant, on n'y pense plus de la même façon parce que les médias, la société fait qu'on nous dit en France t'es comme ça, dans tel pays t'es comme ça, machin, ce qui est d'une absurdité complète. Pardon. J'en perds mes mots aujourd'hui. Hein. Alors je vais vous montrer quand même un peu les dessins. Alors voilà, ça donne une bonne idée des graphismes en sachant que la plupart du temps c'est sur 2 pages. Donc c'est rafraîchissant, c'est doux, c'est apaisant, rempli de nature. Moi j'aime bien me balader dans des endroits vraiment, enfin pas sauvages, mais des forêts, des trucs comme ça. Je suis vraiment à l'aise dans ces endroits-là et ça me fait beaucoup de bien. Par contre, dès qu'il y a de la foule, là vous me perdez, c'est bon. Là cet après-midi, je me suis retrouvée au milieu d'une foule au boulot. Enfin, il n'y avait pas foule non plus, d'un point de vue extérieur, il n'y avait pas grand monde, mais pour moi il y avait trop de gens. Et comme j'ai commencé mon poste la semaine dernière, que j'ai travaillé que sur lui, c'était mon 3e jour et demi. Bah du coup je me suis sentie pas à ma place, j'étais pas à l'aise et du coup bah moi c'est le stress et comme le stress en sort tout juste, bah c'était un peu compliqué. Bon enfin bref, j'ai réussi à gérer, ma supérieure n'a rien vu, donc c'est que j'ai réussi à gérer. Et là il y a une très très belle vanne sinon, je sais pas si vous la voyez, sur la racine carrée de l'arbre, mais enfin bref, passons. Je voulais vous le montrer parce que moi quand je l'ai vu en fait j'ai regardé comme ça, j'étais encore dans l'ambiance de l'album, très doux, très beau. Sur la recherche aussi des graphismes pardon, sur l'album.
Et du coup, forcément, bah, on continue, on regarde le graphisme, oh, un truc bonus, machin. Puis quand on regarde, on fait, ah, ah, ah. C'est le niveau de blague de mon père. Spécial dédicace. Ensuite, Mass Critique Babelio, je l'ai enfin reçu. Yes. Urbanité coréenne chez Atelier Décaillé. Alors ce livre-là, je vous avoue que j'étais très curieuse parce que forcément la Corée du Sud, c'est très compliqué de trouver des documentaires intéressants sur le sujet qui ne va pas vous rabâcher les mêmes choses tout le temps. Donc il y avait Portrait de Séoul qui était vraiment bien fait. Et celui-là, c'est un bon complément, Portrait de Séoul, je trouve, dans le sens où en 2016, c'était l'année France-Corée. Ouais, c'était ça, l'année France-Corée. Et il y a eu à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine à Paris un forum, enfin une journée consacrée à l'urbanité, aux urbanités coréennes, pardon. 4 journées, pardon, tant pour moi. J'ai oublié le nombre de jours que ça avait duré. Et en fait, ce livre récapitule ces journées-là, alors de manière bien spécifique, pas de manière pénible, parce que ça pourrait paraître pénible, mais non. J'avoue qu'à l'introduction, j'ai eu peur, parce que l'introduction, je me suis dit, oula, sur une quinzaine de pages, tu me répètes la même chose, je m'en fous, passe au sujet sérieux, quoi. Et après, quand on rentre dans le vif du sujet, là, c'est vraiment intéressant. On vous présente à chaque fois un film ou un documentaire, ou les deux, ça peut arriver. Et paradoxalement, on vous explique, on vous fait le résumé de tout ça, et après il y a une table ronde où des gens, des parfaits inconnus, posent des questions et on répond. Sauf que c'est pas fait sous forme de la personne pose la question, je réponds. Non, c'est pas sous cette forme-là, c'est un résumé de ce qui s'est dit lors de la table ronde, point final. Ce qui rend les choses d'autant plus intéressantes, parce qu'on aborde souvent la vision de la Corée du Sud à partir des années 50 à peu près, jusqu'à nos jours. Jusqu'à il y a 2016-2017 à peu près, voilà. Et souvent la période historique qui est choisie, c'est la période de la dictature sud-coréenne, parce que oui, il y en a eu une, et les décisions qui ont été prises au niveau de l'urbanisme et le rapport avec l'art cinématographique coréen. Donc je trouve que ce croisement des deux est très bien fait parce qu'on apprend énormément de choses tout en ayant envie de regarder des choses. Même moi qui suis pas très, très cinéma, etc., il y a des choses qui m'ont donné envie. Et il y a aussi une liste de bouquins qui sont recommandés selon le passage du livre, etc. Vous avez de très très bons... Je vais essayer de prendre une page au pif pour vous montrer ça. Donc là par exemple, on vous met un exemple de film à regarder et ici un exemple de livre à recommander par rapport à la thématique. Et tout est à la fin. À la fin, vous avez tous les lexiques, enfin pas le lexique, mais les livres, la bibliographie, vous avez la présentation des auteurs et participants, vous avez une liste de films, en plus encore recommandés, oui, si. Il y en a d'ailleurs un, j'ai été très surprise en lisant En fait, il m'avait intrigué ce film quand il était sorti. Du coup, de le voir dans la liste, j'ai lu l'article et... Oui, ça m'a à la fois donné envie de le regarder et en même temps je me dis ouais mais en même temps l'image de la femme là-dedans elle a pas l'air top, donc je suis partagée. Par contre il y en a un sur l'homosexualité en Corée du Sud qui a l'air vraiment sympa, c'est très rare en plus, surtout au moment où il a été fait c'était encore plus rare, donc je suis très très curieuse. Mais enfin bref, on va arrêter de parler de ça, enfin voilà, vous avez compris que j'ai beaucoup aimé ce livre. Mais c'est les ateliers décaillés, ça je n'en attendais pas moins de leur part. Bref, passons au mystère de la Rispem, le tome 1, Le sang jamais n'oublie de... J'ai oublié toujours le nom de l'autrice. Lucie Pierre-Pajot chez Gallimard Jeunesse. Le tome 3 sort au mois de septembre, une semaine après mon anniversaire. Autant vous dire que voilà, une semaine après mon anniversaire, ça va être la fête niveau sortie. Bref, les mystères de la Rispem, steampunk, donc forcément pour moi. En plus, c'est abordé au moment d'une période historique dont on parle peu en France, la commune de Paris. Paris est devenu la Rispem suite à ça, puisque là, on parle du principe que c'est pas les riches qui gagnent, mais les pauvres. Et on suit 3 personnages principaux. On suit Liberté, Carmine et Nathanaël. Liberté n'est pas une jeune fille comme on le voit dans les romans habituellement. Elle a des formes, elle n'a pas un look qui correspond à la mode du moment, même très loin. Et elle a surtout une façon de parler bien à elle et de comprendre les choses bien à elle. Et elle est surtout, elle a un manque cruel de confiance en elle. Ça fait plaisir de voir un personnage féminin comme ça, j'avoue que moi personnellement ça m'a plu. Ensuite vous avez Carmine qui est une apprentie bouchère et qui est noire, donc du coup et avec un caractère bien quoi.
Et j'ai beaucoup aimé aussi ce personnage parce que pareil ça change. Et elle a un côté quand même très humain et très famille et je trouve ça vraiment sympa. D'ailleurs l'histoire de son père, je trouve que c'est un retentissement aussi quand même très important par rapport à l'histoire de la France. J'en parle pas plus que ça pour vous laisser découvrir. Et enfin Nathanaël qui est un orphelin vivant dans un orphelinat quoi. Et en fait il va lui arriver des choses bizarres et qu'il va finir par comprendre ce qui lui arrive. Malheureusement ça va pas forcément lui plaire. Et je pense que Liberté va être logée à la même enseigne. J'en dis pas plus parce que de toute façon j'en sais pas plus pour l'instant, ça s'arrête vraiment là-dessus. En tout cas je suis très curieuse de lire la suite parce que ce roman quand je l'ai commencé je me disais oui bon ça va être sympa. Et en fait on se retrouve plongé à pieds joints dedans en me disant je veux la suite, je veux la suite, je veux la suite. Et quand je l'ai fini je dis j'ai pas la suite, où elle est? Chez ton libraire, tu commandes et tu vas le chercher, enfin tu réserves parce qu'il était en rayon. Du coup j'ai couru chez mon libraire et je l'ai acheté. Et en fait le jour où je suis allée le chercher, j'avais oublié. Je savais que j'avais réservé un livre. Mais alors lequel? Ma libraire qui m'a attendu gentiment. Tiens. Enfin, c'est l'autre tome, le deuxième. Mais j'étais pas réveillée ce jour-là. Et ça me rassure parce que j'étais pas la seule à ne pas l'être. Mais enfin, voilà, une très très belle découverte. Alors par contre, si on compare à La Passe Miroir, parce que c'est deux livres qui ont gagné le même concours sur un an d'intervalle, j'avoue que je préfère largement quand même La Passe Miroir. Bien que ce soit pas du tout le même genre, maintenant il y a quand même des petits points communs, par exemple sur le fait qu'on a un côté un peu steampunk qui est présent. Maintenant les thématiques sont loin d'être les mêmes, les personnages sont pas du tout les mêmes, l'univers est pas du tout construit de la même façon. Et Jules Verne est très présent dedans, tout comme ses inventions. Alors je vous dis que moi qui n'ai pas encore relu les Jules Verne, enfin qui n'ai pas lu et relu les Jules Verne, parce qu'il y en a un que j'avais déjà lu, du coup ça m'a donné envie un petit peu, mais là j'avoue que ma période de lecture a un petit... Enfin, j'ai été remise en lecture et là aujourd'hui je régresse, désolée. Bon enfin bref. Suivant. J'ai ici toi. Le cornu, le roi cornu, le cornu. Pardon, bon vous allez rigoler, c'est pas grave. Donc le roi cornu de Stéphane Plateau aux éditions Mouton électrique. Qui m'ont confirmé que je pouvais le lire indépendamment de la saga Ganesh. Ganesh. Voilà, du coup je l'ai lu. J'avoue que le style d'écriture est vraiment bien fichu. J'aime beaucoup, c'est le style que j'aime bien. Et en même temps c'est quand même vachement sanglant, hein, voilà, il faut quand même un peu s'accrocher. Par contre j'avoue que les explications à la fin du roman, c'est pour moi une nouvelle, mais enfin bref. Voilà, de l'ordonnancement des âmes et des planètes, donc c'est ça. En fait, on vous explique tous les détails de pourquoi, qu'est-ce, comment, de quoi il parle de Toulon, que moi j'ai compris au fil du temps. Donc je l'ai lu quand même au début, et ça m'a vite saoulé, du coup j'ai arrêté de le lire. Par contre, l'histoire en elle-même est vraiment prenante, vraiment intéressante. Les personnages aussi, ils ont tous leur importance, mais on n'a pas l'impression que c'est le personnage le plus important, on a l'impression que c'est l'ambiance. Voilà, je dirais l'ambiance qui prime sur le reste. Du coup, ça m'a donné envie de lire un roman de Stéphane Plateau, voir s'il est meilleur en roman ou si c'est parce que l'effet nouvelle qui a fait que ça a bien passé. Je suis curieuse. Par contre, comme il coûte un petit peu cher, ce sera pas pour tout de suite. D'autant que j'ai un petit peu exagéré en termes d'achat. Ensuite, les Marvel de Brian Saznick chez Bayard Jeunesse. La bavasse dorée. Alors sachez qu'il n'existe plus dans cette version là. Maintenant c'est la version poche et la couverture c'est ça en fait. Alors pour vous expliquer l'aspect magique de ce livre, je suis déjà épatée par le talent de Brian Saznick. Mais alors j'avoue que celui-là c'est mon préféré jusqu'à maintenant et il le restera je pense. Pour la simple et bonne raison qu'il est construit en 3 parties. Une première partie avec que des dessins qui vous racontent une histoire, vraiment de manière cinématographique. Je vous jure que j'avais l'impression de regarder un film en papier. Voilà, c'est tout. Vous avez une deuxième partie qui est du texte et une troisième partie, on repasse à la version dessin et côté cinématographique. La première partie se passe en 1766 et on suit un personnage qui joue une pièce sur un bateau qui s'appelle le Kraken. Et en fait il va arriver des choses, je ne dis pas trop. Et après on passe en 1900. Ouais, en 1900. En 1900 on suit l'histoire de Joseph. Et Joseph en fait vit dans un pensionnat en fait. Et il va pas s'y plaire, il va voyager et retrouver son oncle. Et là l'histoire, il va se passer plein de choses, j'en dis pas trop parce que sinon je vais vous retirer de la magie, je veux pas de ça.
Et j'avoue que j'étais très étonnée. En plus, d'autant plus que ça se passe vraiment en douceur, avec un naturel, etc. Jusqu'au moment où, paf, il va se passer le truc comme d'habitude avec Brian Sesnick qui va faire quoi, je l'ai pas vu venir. Je m'attendais à tout mais pas à ça. Et il faut savoir qu'en plus c'est inspiré de l'histoire d'une personne qui a réellement existé. Enfin, pas son histoire à cette personne-là, mais quelque chose qu'elle a fait. Et du coup, de savoir ça à la fin, je me suis dit mais c'est épatant, ça m'a donné envie de voyager. Alors merci Brian Sesnick, hein, il ne le saura pas, mais merci quand même. Voilà, je suis étonnée par ce livre, je le relirai, ça j'en suis certaine. Déjà parce que je me débarrasserai pas d'un livre aussi beau. Et en plus de ça, l'histoire m'a vraiment épatée, j'en ai encore un excellent souvenir. Je ne sais pas s'il est adapté au cinéma, mais j'aimerais, parce que franchement il y a quelque chose à faire. Il y a vraiment, enfin... Et je vous expliquerai après quelque chose parce que j'en ai un deuxième à lui. Bah, je vais le faire maintenant. Donc voilà, vous avez compris, j'ai adoré. J'aurais pu le mettre dans les coups de cœur du mois de juin et j'y ai pas pensé. Parce que là, il est peut-être pas en coup de cœur, mais il manque ça. Et du coup, j'ai enchaîné sur le musée des merveilles, toujours du même auteur. Où là, on suit une jeune femme qui s'appelle Rose en 1927 et celle de Ben en 1977. Pareil, il y a un découpage aussi. L'histoire de Rose est qu'en image parce qu'elle est sourde et muette. Et Ben, elle est en mots parce que lui, il est sourd d'une oreille, mais il parle quand même. Il peut s'exprimer verbalement. Du coup, j'ai trouvé ça déjà d'une intelligence mais incroyable. L'histoire est très fluide, ça se passe naturellement. J'ai été un petit peu moins surprise au niveau du rebondissement, même si ça reste quand même surprenant parce que c'est pas tout à fait non plus ce à quoi on pensait. On se doutait de ce qui se passait, mais on n'était pas sûr. Il n'avait que le début, on n'avait pas la fin. Et justement, derrière, c'est marqué, il y a un truc sur Brian Sesnick. Il est à la fois conteur, dessinateur et concepteur de livres. Et en mêlant mots et images, il invente une forme de récit inédite. Je suis entièrement d'accord, d'autant que c'est fait avec brio, intelligence et que pourrais-je dire de plus. Cette histoire-là est aussi très belle, très douce, pleine d'émotions et en plus aborde une thématique quand même importante puisque c'est l'évolution de la place des sourds et muets dans la société l'américaine pour le coup. Voilà, donc je vous recommande 1000 fois cet auteur. Je lirai je sais pas s'il y en a d'autres, mais je les lirai. J'ai déjà lu Hugo Cabret aussi, qui n'est pas mon préféré non plus. Pour l'instant, les Marvel restent meilleurs pour moi. Voilà. Ensuite, on va passer à l'avant-dernier. Lily Goth, La Symphonie Sinistre, le tome 4 de Chris Riddell. C'est pas le meilleur tome de Lily Goth. Par contre, faut que je vous montre. Alors déjà, la tronche, elle est verte pour changer. Je sais pas si je vais le retrouver le graphisme. Si vous voulez, là, le but de l'histoire, c'est de trouver une femme au père de Lily. Mais alors c'est fait avec beaucoup d'humour, comme d'habitude. Ça, c'est... Voilà. Les graphismes sont toujours sublimissimes. J'ai pas... Par contre, c'est peut-être ce qui a manqué, c'est que j'ai pas toujours trouvé les références. Si vous voulez, les personnages qui arrivent dans chaque tome, ils ont toujours une référence par rapport à une célébrité, quelqu'un de connu. Alors oui, j'ai vu qu'il y avait Maria Carey, qu'il y avait Björk. Par contre, j'ai pas vu les autres, j'ai pas tilté qui c'était. Je sais pas si c'est moi ou quoi, mais bref. Et alors pour la blague, c'est qu'ils ont fait intervenir dedans un personnage. Vous connaissez Donald des Moravia Trompette? J'avoue que j'étais en plein dans ma lecture, je lisais tranquille, je vois Donald Trompette. J'ai explosé de rire. J'avoue que rien que pour ce passage-là, il vaut le coup ce tome. Rien que pour ça. C'est juste, mais... Par contre, le délire entre guillemets méchant de l'histoire, on va dire, il n'est pas si méchant que ça non plus. Je ne l'ai pas trouvé transcendant par rapport aux autres tomes. Je m'attendais à mieux de sa part, voilà. C'est juste le petit truc où je pinaille, mais ça reste quand même une lecture sympa. Après, c'est du jeunesse, hein. Faut pas s'attendre à des trucs transcendants. Mais voilà, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai quand même aimé, mais c'est pas autant que les autres tomes. J'en attendais un petit chouïa plus, quoi. Par contre, je pense que s'il y en a un autre, ça peut être... Je sais pas s'il y en aura d'autres, je sais pas. Ensuite, et enfin, j'ai envie de vous dire, puisque c'est le dernier, si je reste de Gail Forman chez XO Édition, oui, j'ai la vieille version moi. Alors ça, je l'ai lu dans le cadre
challenge du mois de juillet chez Frogzine, puisqu'il fallait lire un roman qui est adapté au cinéma ou en série télé. Il faut savoir que j'en ai encore d'autres à lire si je le souhaite. J'ai fait la pile là-bas. Il y en a 2, 4, 6, 7, 8. Il y en a 8 encore. Bref, j'ai lu celui-ci et j'avoue que j'avais un peu peur. Je pensais qu'il serait super méga déprimant. Et en fait, pas du tout. Je trouve que c'est juste une très belle réflexion sur la vie, sur le fait qu'il y a des hauts, il y a des bas, et c'est à nous de choisir ce qu'on préfère, ce dont on préfère se souvenir. J'ai beaucoup aimé les personnages aussi, qui sont tous un peu frappadingues à leur façon. Mais je trouve que leur philosophie de vie leur ressemble. Ils prônent la différence et l'idée d'être soi avant d'être quelqu'un d'autre. Je trouve ça vraiment super. Et l'héroïne est très attachante aussi. Donc forcément j'étais très touchée par ce livre. Ma mère m'avait prévenue, tu verras, tu vas aimer te connaissant. Parce qu'elle me l'a piqué en fait il y a déjà 2 ans. Oh, putain, 2 ans. Bref, enfin peut-être pas 2 ans mais pas loin en tout cas. Voilà, du coup elle me l'avait emprunté, elle m'avait dit qu'il était vraiment chouette et qu'elle avait été très agréablement surprise par ce livre, et du coup voilà, j'ai beaucoup aimé. J'ai sorti la suite parce qu'il y a la suite qui s'appelle Là où j'irai, que j'ai très envie de lire aussi. Le truc c'est que ce soir j'ai pas très envie de lire, du coup je le lirai pas, d'autant que j'ai commencé autre chose. Donc voilà, c'en est fini de ce point lecture, alléluia. Je vais pas ranger tout ça parce que c'est des livres que j'ai pas encore chroniqués. On va faire comme si de rien n'était. Enfin, il y en a qui sont faits brouillon. La moitié. La moitié est fait brouillon. Sur ce, je vais vous laisser, vous souhaiter une bonne continuation parce que je ne sais pas quand je poste la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Salut!